Chers amis de l'économie, bonjour. Bill et Melinda Gates, un des couples les plus riches du monde. C'est un peu l'histoire de amour, gloire et divorce aujourd'hui. Alors, c'est le divorce de deux personnes. C'est aussi un enjeu financier. Nous allons l'évoquer avec Julia Grégoire, qui est avocate spécialiste du droit de la famille au barreau de Paris et de New York. Et puis, on va s'interroger aussi sur les réactions que ça provoque. Je ne sais pas si vous avez regardé les réseaux sociaux aujourd'hui, une espèce de déferlement de haine, d'une certaine façon, contre ce divorce de riches, comme si les divorces étaient un sport de riches. Avec vous, Monique Dagneau, sociologue, directrice de recherche au CNRS. Vous étiez venue nous voir il y a quelques semaines pour nous parler de la génération surdiplômée. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs de s'interroger sur ceux qui ont un statut, y compris le statut de la fortune. Regardez pour commencer ce message qu'a posté ce matin sur Twitter un autre habitué de Périscope, Olivier Babot, l'économiste, qui dit « L'annonce du divorce de Bill et Melinda Gates est le prétexte à un déferlement de haine anti-riche sur les réseaux sociaux, d'autant plus incompréhensible, et ça il faudra le commenter, qu'il est devenu, Bill Gates, le plus grand philanthrope du monde ». Comment est-ce qu'on explique ça, Monique Dagneau? Pourquoi est-ce qu'il y a, dans une affaire, c'est une affaire familiale, c'est une affaire strictement personnelle, bien sûr, il y a de l'argent derrière, il y a un empire, on va s'interroger d'ailleurs sur ce qu'il adviendra des entreprises du groupe Microsoft, mais pourquoi tout de suite parler du fait que ce sont des riches? Écoutez, il y a effectivement dans le climat d'aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés, un sentiment d'injustice à l'égard de personnes qui semblent tout posséder. À la fois, alors, Bill et Melinda, autant que je sache, bon, ils ont fait tous les deux de très bonnes études, même s'il n'a pas terminé, autant que je me souviens. Non, parce qu'il a préféré créer Microsoft. Il a préféré créer Microsoft, comme plein d'autres, finalement, des grandes écoles américaines, enfin, des Ivy League. Ils rentrent et puis ils ont une opportunité. Ils sont pris dans une université de prestige et puis ils ont des opportunités et ils abandonnent volontiers leurs études. Ce qu'on ne fait pas en France, parce qu'en France, le parchemin est absolument essentiel. Enfin, ce que vous voulez dire, c'est qu'il a braqué personne. Il a braqué personne. Effectivement, il a épousé une personne avec qui il a fait beaucoup d'œuvres humanitaires. Il a fait aussi des enfants. Le divorce est une banalité absolument totale dans nos sociétés. Jeff Bezos a aussi divorcé il n'y a pas très longtemps, lui qui est le numéro 1 dans le classement Forbes des grandes fortunes. Donc finalement, ça devrait être pris plutôt comme par gala, ou un journal People. Ouais. C'est la seule dimension intéressante. Et pourtant, c'est pas celle qu'on commente. Effectivement, et ça prend une dimension d'antagonisme dans la société entre des gens, des privilégiés. Alors là, évidemment, c'est des plus grandes fortunes. Bon, mais il va y avoir certainement un règlement financier, peut-être très tranquille d'ailleurs. Moi, franchement, je ne connais pas du tout leur vie. Mais il y a dans notre société quelque chose, on pourrait presque dire, d'un peu pré-révolutionnaire. Alors, je ne sais pas où ça aboutira, mais d'une sorte de violence, d'injustice contre ces personnes qui détiennent toutes les cartes. Qui semblent tenir toutes les cartes. Pas celle de l'amour, visiblement, puisqu'en tout cas, ils sont en train de divorcer. Bien, mais alors peut-être que c'est lié aussi au fait que nous venons de traverser une période particulière au cours de laquelle les inégalités ont été vivement ressenties, peut-être plus durement ressenties. Regardez d'ailleurs cette information, les 1000 personnes, c'est Oxfam qui en parle, les 1000 personnes les plus riches du monde ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant la pandémie en seulement 9 mois. Donc au fond, il y a aussi l'effet des circonstances, l'effet des événements. Il y a des gens qui ont plus souffert peut-être au cours des 18 mois qui viennent de s'écouler. C'est aussi ce qui renforce le sentiment de l'injustice contre ceux qui ont un statut. C'est absolument évident. Pendant précisément cette pandémie, il y a une partie de la société qui est sur plein de plans psychologiques, mais aussi financiers, l'a ressenti très violemment. Et parallèlement, on apprend qu'allègrement, un certain nombre de personnes très fortunées, pendant cette période-là, ont vu leur fortune fortement augmenter. Bon, c'est le cas, par exemple, Qui cherchez-vous? Je cherche pas. Je cherche. Le président de Dior et tout ça, de toutes ces. Alors vous parlez de LVMH. De LVMH, voilà, le président de LVMH. De Bernard Arnault. Voilà, cherchez son prénom. C'est la cible idéale. Alors, c'est la cible idéale. Et d'ailleurs, bon, en plus, il est français, il a grimpé dans la hiérarchie Forbes. Donc,
il peut être effectivement une cible. Mais je pense aussi, la preuve, Bill Gates aussi est une cible, alors que Bill Gates, il a quand même de façon très visible investi sa fortune dans des œuvres humanitaires et notamment dans le domaine de la santé, précisément. Plus de 50 milliards d'euros. Avant de vous donner la parole, cher maître, 27 ans d'union, une fortune et un divorce, mais en commun. En commun, c'est ce qui restera, la lutte contre la pauvreté, contre la maladie. Camille Baron. C'est dans un communiqué sobre, sans en expliquer la raison, que Bill et Melinda Gates signent la fin de 27 ans d'union. Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Ils se rencontrent à la fin des années 80. Melinda rejoint Microsoft comme responsable marketing et en épouse le fondateur en 1994. Ils ont ensuite 3 enfants. En 2000, ils créent la fondation Bill et Melinda Gates. Avec 53 milliards de dollars investis en 20 ans, c'est l'une des plus importantes de la planète. Parmi ses missions, la lutte contre la pauvreté, le manque d'éducation et des maladies comme le sida. Un combat que les époux veulent poursuivre. Nous continuons de croire en cette mission et de travailler ensemble au sein de la Fondation, mais nous ne pensons plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple. Nous demandons de l'espace et de l'intimité pour notre famille, pour commencer à nous adapter à cette nouvelle vie. Avec une fortune estimée à 124 milliards de dollars, Bill Gates est aujourd'hui le 4e homme le plus riche du monde. Bien, maître Grégoire, comment ça se passe un divorce entre super riches aux États-Unis? D'abord, est-ce qu'il y a un contrat de mariage entre eux? Alors, le contrat de mariage entre eux, donc aux États-Unis, normalement, on va faire un contrat de mariage comme en France avant le mariage pour encadrer la division des biens, la liquidation de la communauté, s'il y en a une. Et aux États-Unis, ça va se passer avant le mariage. Alors, les Gates, a priori, ne l'ont pas fait. Donc, ils n'ont pas de prenuptial agreement, d'un contrat de mariage avant le mariage, mais ils ont fait un contrat de séparation récemment, avant le divorce. Donc, ça veut dire qu'ils l'avaient anticipé ou... Ça veut dire que du moment qu'ils ont décidé de divorcer, avant de nous le dévoiler à nous tous, ils ont convenu avec leurs avocats, a priori, de comment se passera leur séparation. Donc tout cela va être pris en compte. Mais la question... Donc, question, c'est peut-être une question un peu basique, mais les 130 milliards d'euros de fortune, là, on les divise en deux, c'est comme ça que ça se passe? Alors c'est sûr que c'est la question la plus difficile et on ne pourra jamais répondre juste en disant est-ce que ça se divisera en deux. Alors il a une fortune, on vient de le dire, de 125 milliards d'euros environ, mais il est aujourd'hui le 4e plus riche au monde. Il s'est marié en 1994. En 1995, il a déjà été annoncé le plus riche du monde, ayant déjà acquis environ 10 à 15 milliards de sa fortune. Donc, a priori, l'État de Washington, où ils se sont mariés, va considérer qu'ils sont mariés sous le régime matrimonial de la communauté de biens, ce qui signifie que tout ce qui a été acquis pendant le mariage va être considéré comme commun, comme des biens. Depuis la période du mariage. Pendant le mariage, exactement. Du jour du mariage jusqu'au moment du divorce. Donc, a priori, ça signifie que 125 milliards moins les 10 à 15 qu'il avait déjà acquis, c'est-à-dire 110 milliards d'euros environ, sera considéré comme des biens communs au couple. Alors ensuite, comment est-ce que le tribunal et les magistrats trancheront pour décider comment est-ce qu'on fait pour diviser cette fortune? Ça va dépendre de plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat de mariage? Est-ce qu'ils se sont déjà mis d'accord? Est-ce que le couple a déjà trouvé des façons de diviser? Quels sont les biens qui font partie de cette communauté? Par exemple, oui, question, parce qu'on est dans une émission économique, il y a la capitalisation boursière de l'entreprise. Alors, j'imagine qu'ils sont actionnaires l'un et l'autre de l'entreprise. Il y a la fondation, on va en dire 2 mots, mais il y a aussi l'entreprise, le groupe Microsoft, c'est 1890 milliards de capitalisation boursière. Alors, c'est un actif financier qui n'est pas réalisé, mais est-ce que ça rentre dans le périmètre du divorce? Alors, a priori, tout ce qui a été acquis et développé par le travail, y compris ça peut faire partie de la liquidation du régime des époux. Donc, si on prend l'exemple de Jeff Bezos et de sa femme qui ont récemment divorcé et qui, eux, ont pu trouver... ils ont pu trouver un accord entre eux sur comment faire pour diviser ces biens gigantesques. À la fin de ce divorce, qui a été homologué par le juge, accord
établi entre les entre époux, les parties, ensuite accord homologué par le juge de l'État de Washington. À la fin, l'ex-épouse de Jeff Bezos est partie avec 4% de Amazon. Aujourd'hui, donc c'était ça le principal, la conclusion de cette affaire. Donc du coup, 4%. Oui, environ, oui. Ouais. Donc c'est pas exactement la moitié. Ça a été négocié. Ça a été négocié, mais ça, c'était 4% des parts dans Amazon. Donc, c'était pas 50%, 50%. Donc, le patrimoine total global de M. Bezos, c'était d'environ 100 milliards d'euros. Le patrimoine total du couple était de 130. Elle est partie avec environ 35 milliards. C'est-à-dire 25 à 30%. 25 à 30%. C'est incroyable. C'était pas une division 50-50. Donc, pour toucher sur ce dont vous parliez tout à l'heure, la question de pourquoi est-ce que les gens normaux, entre guillemets, sont en colère pour voir ça, on peut comprendre. Ça nous choque tous de voir des personnes, des individus qui ont une telle fortune incroyable. Mais il faut le dire, le divorce, c'est quelque chose de banal. Ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. C'est quelque chose de très fréquent, de très commun. Et en France, ce qui va se passer, c'est les époux vont décider avant le mariage de se marier ou avec un contrat, ou sinon de se marier par le régime traditionnel. Voilà. Est-ce que c'est de nature à changer les projets du groupe Microsoft? Est-ce que ça peut affaiblir l'entreprise? Alors ça, c'est un peu en dehors du champ du droit de la famille, vraiment techniquement ça. Je n'aurai pas de commentaire précis sur l'avenir de Microsoft pour ça. Je pense qu'ils vont certainement trouver une façon de diviser le principal. Ça va être l'avocat de madame, va devoir défendre ses intérêts pour avoir une bonne partie de l'actif global de Monsieur Gates. Question de curiosité que je pose à une avocate, ça coûte cher de divorcer comme ça? Les honoraires d'un avocat pour des opérations de cette nature, hein. Pour les personnes comme ça, pour qui on parle d'une fortune, la fortune presque plus importante du monde entier, j'imagine que le tarif horaire de l'avocat aux États-Unis doit être de $700 à peut-être même $1000 à l'heure. Alors, beaucoup plus sans doute, non? Oui. Probablement environ 700 ou 800 $ par heure pour quelque chose comme ça. Alors encore une fois, ça n'a rien à voir avec le divorce de personnes normales, mais même pour les personnes normales, ça peut être cher. Parce que l'argent, ça change la vie des couples, croyez, dans l'expérience que vous en avez? Je pense que tous les couples doivent faire face aux mêmes questions. Après, est-ce que l'argent, ça peut compliquer les choses? Peut-être, mais ça peut parfois faciliter les choses aussi. Si le couple détient plus de fonds financiers, les deux, par exemple, il y en a un qui a des revenus plus importants, il y a un patrimoine important entre les deux, peut-être qu'ils ont une vie plus aisée, un peu plus tranquille que le couple, que tous les deux, ils ont un revenu faible, ils sont locataires. Donc, eux, ils peuvent être confrontés facilement par plus de problèmes aussi. Bon, alors, je reviens avec vous, Monique Dagneau. Bill Gates, avec son ami Warren Buffett, qui est connu, lui aussi, c'est un investisseur, a notamment décidé de donner de son vivant la moitié de sa fortune. C'est beaucoup, évidemment, et il fait partie des 92 super riches américains qui ont milité précisément pour que les plus riches fassent des dons de leur vivant. Et pourtant, il est toujours considéré d'abord comme un riche et donc comme quelqu'un de suspect. Oui, bon, d'abord, il n'est pas certain que la plupart des gens connaissent bien les activités humanitaires de Bill Gates. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent. On va mettre un chiffre dessus. Regardez. Il a effectivement... Fondation Bill et Melinda Gates, c'est 53 milliards de dollars qui ont été dépensés en 20 ans. Oui. La fondation, elle emploie 1600 salariés. Oui, alors, bien sûr, il y a cette dimension que, évidemment, certains connaissent. Mais cette violence, je pense qu'elle pourrait s'exercer sur n'importe quelle autre personne qui, aujourd'hui, a beaucoup d'argent, et notamment parce qu'on vient de découvrir, quand même, après 2 ans de pandémie, que pendant cette période-là où pratiquement toute la population souffrait, les riches s'enrichissaient encore plus. Et ça, c'est une dynamique qui existait déjà avant la pandémie, mais ça n'a fait que continuer. Les riches, mais pas tous les riches.
Les riches du digital, oui. Oui. Jeff Bezos s'est enrichi, Bill Gates, enfin tous ceux Mais qui sinon, vendent. mais pas Pendant digital. le confinement, Ouais. Amazon, Amazon a gagné beaucoup d'argent. Enfin, Non, bon, mais c'est pas, logique, là. pas du tout quand même. Vous voyez l'augmentation des fortunes. C'est ce que je trouve intéressant d'ailleurs dans la liste Forbes, c'est qu'avant, il y avait plutôt les gagnants de l'économie numérique. Aujourd'hui, c'est plus mélangé puisque vous avez effectivement, vous avez Bernard Arnault, il y a la personne qui dirige Zara, qui s'appelle Ortega, autant que je me souvienne. Bon, c'est pas du tout, c'est de l'économie traditionnelle. Donc, en fait, c'est un peu toutes les catégories. Évidemment, un peu plus sans doute dans l'économie numérique, mais pas que. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est cette augmentation à une période de la fortune, même forte, importante. Hein. Bernard Arnault, c'est presque, c'est des chiffres monumentaux, hein, vraiment. Donc, les gens se disent, mais c'est du capital, c'est de la valorisation boursière. Oui, c'est de la valorisation boursière, on est tout à fait d'accord. Non, c'est pas de l'argent, effectivement. Mais néanmoins, pour des personnes qui vivent modestement et qui, en plus, aujourd'hui, sont pour une grande partie dans la précarité et dans l'incertitude de l'avenir, c'est sûr que cette accumulation de richesses, même si le phénomène existait auparavant, les 1%, les 0,1%, ça, on en parle depuis longtemps, mais c'est l'occasion de déclencher une sorte de sentiment d'injustice. Voilà, je pense que c'est sur le sujet de la justice. La richesse, la super richesse produit un sentiment d'humiliation pour les autres? Alors ça, c'est un peu un autre sujet. Ce qui apparaît quand même clairement depuis un certain nombre d'années, c'est que, alors en France, où il y a une passion égalitaire, c'est peut-être plus prononcé, mais sans doute on le voit aussi aux États-Unis, c'est que les gens ont le sentiment qu'il y a une toute petite fraction de la société qui cumule tout, qui cumule les super bons diplômes, qui cumule des rémunérations et l'accumulation de patrimoine tout à fait extraordinaire, et que le reste de la population, alors effectivement, en profite peu, même si sur les 20 ans, vous allez me dire qu'il y a en moyenne, les salaires ont un peu augmenté, il y a plus de patrimoine, les gens vivent mieux en moyenne, c'est ce que disent les statistiques. Mais il y a ce sentiment quand même d'injustice, et c'est quelque chose qui est psychologique en fait, et sur qui le est point très de profond. L'augmentation de richesse et le cumul de richesse par certaines personnes, quand on regarde du point de vue du droit de la famille, dans un divorce comme ça, par exemple, le juge va regarder, et aux États-Unis, un des critères dans la liquidation de la communauté, et la prestation compensatoire, ça va être quels sont les revenus prévisibles des deux époux, et le patrimoine prévisible après le divorce. Donc, est-ce que chacun aura la possibilité de gagner bien sa vie après le divorce ou pas? Et dans le cas de Jeff Bezos, les époux ont transigé pour 38 milliards de dollars. Donc, c'est-à-dire que son épouse a reçu cette somme dans laquelle c'est très compliqué. Il y a une partie qui était des parts dans la société Amazon. Bon, 38 milliards de dollars. Entre-temps, depuis son divorce en 2020, Amazon et Jeff Bezos, il a repris 24 milliards de dollars dans sa société pendant le confinement, grâce à toutes les livraisons à domicile. Il les a regagnés lui-même. Oui, c'est ça. Elle va pouvoir bénéficier de cette réussite elle-même, parce qu'elle détient maintenant des parts dans la société Amazon, mais peu importe, du point de vue du droit de la famille, c'est très intéressant, parce que comme lui, il va détenir 75% des parts dans Amazon, qui étaient au préalable détenues par le couple. Donc, Jeff Bezos, il part avec 75, elle avec 25. C'est-à-dire, lui, il va bénéficier beaucoup plus de la croissance de la société que sa femme. Alors, deux choses avant de se séparer. D'abord, Bill Gates, c'est une histoire américaine. Vous l'avez dit, c'est un jeune garçon qui, à 13 ans, crée son premier logiciel. Il va investir dans une première société. Et puis une deuxième, Microsoft, il va d'ailleurs racheter des logiciels, il va un petit peu les bricoler, ça va marcher. C'est aussi l'histoire d'un monopole. Absolument, il y a eu beaucoup de procès pour ça. Ceux qui utilisent un ordinateur connaissent Excel, Word, etc. Enfin, on est dépendant de Microsoft, mais depuis 20 ans, Bill Gates n'est plus le patron de Microsoft. Depuis 20 ans, Bill Gates fait de l'humanitaire. Tout à fait. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça, il avait encore, me semble-t-il, des fonctions pendant un certain temps dans sa société dont il vient de se séparer. Mais c'est vrai que c'est ce qui l'a intéressé, c'est effectivement toutes ces campagnes de vaccination qu'il y avait par le monde, etc. C'est vrai, mais c'est une tradition aux États-Unis. Une tradition aux États-Unis où vous avez
beaucoup de milliardaires. Bon, maintenant, il y en a ailleurs, mais il y en a d'abord aux États-Unis. Et par exemple, la plupart des autres milliardaires dépensent dans des activités sociales, humanitaires et culturelles aussi. Les fondations culturelles sont très importantes pour ça aussi aux États-Unis. Et comme le temps passe vite, il faut que j'apporte le dernier élément. Bill Gates, pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, cible des complotistes. Sur la vaccination, est-ce que vous vous rappelez de l'intervention de Juliette Binoche? Juliette Binoche, c'est une actrice française qui dit, à propos de la vaccination, la chose suivante: ce sont des opérations organisées par des groupes financiers internationaux, principalement américains depuis longtemps. Ils manipulent les vaccins qu'ils préparent, en font partie. Mettre une puce sous-cutanée, vous vous rendez compte? Mettre une puce sous-cutanée pour tous, c'est non. Non aux opérations de Bill Gates, non à la 5G. Étonnant, non? Oui, mais ça, on sort du domaine du raisonnable. Oui, mais c'est le monde du cinéma où on est facilement excessif. On est un peu décollé de la réalité et où, disons, l'imaginaire, même avec sa dimension un peu de complot, prend le pas sur la réalité, me semble-t-il. Également aux États-Unis. Elle a déjà divorcé, Juliette Binoche, ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a divorcé, je ne sais pas si elle a créé une entreprise, si elle a créé des emplois, si elle a fait tout ce qu'a fait Bill Gates. Mais, vous voyez, sa parole compte aussi dans le débat. Oui. Bien, merci à toutes les deux d'être venues dans Périscope. Dans un petit instant, je vais recevoir Lucas Chancel, c'est le co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales. Vous allez voir qu'on ne change pas tout à fait